BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aussi bien que le Bitcoin, je le disais, qui prend plus de 5% aujourd'hui, qui est au-dessus, au-delà des 44 000 $. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Les conseillers en gestion de patrimoine sont-ils en train de passer tout simplement à côté de la meilleure classe d'actifs 2023 avec plus 160% pour le Bitcoin sur un an? La question se pose, on voit ça avec Laurent Envion qui est avec nous en plateau, directeur innovation et crypto chez DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour Amaury. Au sommaire également, ça y est, on peut payer ses impôts en Bitcoin en Suisse. Et puis dans le fameux classement Forbes Under 30, côté finance, près de la moitié du classement est occupé par des personnes liées de près ou de loin à l'écosystème Web3. Au Royaume-Uni, la livre numérique ne fait pas l'unanimité. Le comité du Trésor de la Chambre des communes nous alerte. Et enfin, la société américaine de gestion d'actifs Grayscale se montre optimiste, très optimiste quant à l'approbation prochaine par la SEC d'un ETF Bitcoin Spot. Pour elle, ce n'est plus une question de si, mais seulement de quand. On n'a pas de calendrier officiel, mais l'approbation pourrait arriver d'ici le 10 janvier. Date critique pour la demande d'ETF Bitcoin Dark Invest, sur laquelle la SEC devra définitivement se prononcer. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Valentin Demey depuis Angers. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury, bonjour Laurent. Directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Valentin, donc je le disais, enfin c'est pas vraiment moi qui le dis, c'est plus Grayscale. Selon eux, ce n'est plus une question de si, mais seulement une question de quand pour cette approbation de ce fameux ETF Bitcoin Spot. Oui, je vous le disais un petit peu hier, c'est cette saga. On va essayer de se tenir dans les prochaines semaines, même si les vacances arrivent assez rapidement à ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire en parler à chaque émission pour voir un petit peu, depuis quelques mois, l'évolution de cet ETF Bitcoin qui est pour ce qui est du spot, notre chimère depuis quelques mois, depuis je crois la rentrée de septembre pour cette nouvelle rentrée de BFM Crypto. Et je pense qu'effectivement, l'approbation arrive, ou en tout cas la SEC donnera une réponse positive ou négative, c'est certain, dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de l'approbation, beaucoup misent sur ces paramètres-là, donc Grayscale, qui effectivement, vous venez de le dire Amaury en plateau, ce n'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Et ils sont même allés un cran plus loin dans leur précision. Ce serait autour du 10 janvier, date à laquelle la SEC devrait là encore se prononcer. Alors, je vous le disais, c'est un peu quelque chose qui nous tient depuis des mois et des mois. À chaque fois que la date à laquelle la SEC doit se présenter arrive, ils y arrivent à la repousser, ils y arrivent à faire en sorte de reculer l'échéance, à trouver des petits détails techniques qui permettent de gagner quelques semaines ou quelques mois. C'est toute la difficulté du dossier. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un petit peu la version et la vision un peu anti-écosystème que porte en son cœur la SEC avec Gary Gensler, qui publiquement se montre un petit peu véhément avec l'industrie des actifs numériques, surtout aux États-Unis. On en a parlé suffisamment sur ce plateau. Il s'est fait plusieurs fois taper sur les doigts par le Congrès et même d'autres membres de la SEC qui ne comprenaient pas pourquoi cette classe d'actifs était si mal regardée par son président. Finalement, encore une fois, les demandes s'accumulent. Pas de n'importe qui. Là, on parle de Grayscale. On parlait hier du plus gros gestionnaire d'actifs de crypto, enfin, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, qui veut proposer iShares, son ETF spot comptant sur le Bitcoin par définition. Et donc, voilà, on a vu Bloomberg dire qu'il y avait 80% de chances il y a quelques semaines que ça soit actif, que ça soit positif de la part de la SEC. On est rendu à 90%. Et effectivement, Grayscale, qui dépose un dossier, c'est pas anodin, nous dit que aussi, il est certain, Grayscale, que l'ETF spot Bitcoin au comptant donc, sera certifié par la SEC et autorisé, et donc devrait arriver sur le marché au premier trimestre 2024. Je le répète, je le redis, ça serait vraiment quelque chose de très important pour l'industrie, que cette manne financière plus traditionnelle se déverse dans l'industrie et vienne un peu sceller le grand combat permanent qu'avait l'écosystème Web3, l'écosystème crypto contre la finance traditionnelle. Et en fait, ce pont pourrait s'incarner notamment par cet ETF et sceller enfin le sort de ce grand chapitre qu'on suit et qui probablement nourrit une grande partie du mouvement aussi qui nous accompagne depuis septembre. Laurent Envion, vous qui venez de la finance traditionnelle, vous voulez réagir un peu à cette arrivée imminente de cet ETF Bitcoin Spot? Alors oui, d'abord parce qu'on a tous à peu près la même lecture sur le fait que la question est plus de savoir
Si, ça se fera, mais effectivement quand et oui, les prochaines séances de janvier, la SEC va avoir un peu de mal à continuer de repousser ses décisions sans tomber dans le ridicule, voire dans l'illégalité du point de vue des lois américaines. Après, je voudrais aussi préciser que du point de vue des investisseurs français et européens, ça ne change rien. C'est-à-dire que en France, nous ne pourrons pas aller sur les ETF américains et on ne pourra pas loger ces ETF dans des produits de finances traditionnels, d'ailleurs, contrats d'assurance vie, etc. En cas d'approbation de cet ETF outre-Atlantique, est-ce que ça pourrait changer, enfin faire bouger les choses chez nous, en France, en Europe? Alors là où ça peut faire bouger les choses, c'est du point de vue des émetteurs d'ETF européens. On peut penser à Amundi, on peut penser à ces grands acteurs qui émettent des ETF. Ils pourraient à leur tour se positionner pour éviter encore une fois que les États-Unis, après avoir longtemps tergiversé autour de la réglementation, et c'est vrai que nous les avons un peu moqués avec notre réglementation MiCA et autres, mais on voit que quand il s'agit de faire du business et quand il s'agit de récolter les flux, ce sont quand même les Américains qui sont présents et qui risquent de rafler une partie de la mise avec ces ETF. Et je rappelle également, parce que c'est un point très important, qu'aujourd'hui et depuis 2015 en Europe, si vous disposez d'un compte titre, vous pouvez investir dans un ETC qui est quasiment la même chose, en tout cas en termes de performance et de réplication de Bitcoin. Vous pouvez investir via un compte titre dans un véhicule qui est quasiment identique à un ETF et qui permet de s'exposer à Bitcoin sans passer par de la self-custody ou par des plateformes françaises ou étrangères. Absolument, et on peut aussi investir en bourse sur des sociétés qui sont investies de près ou de loin dans leurs activités au Bitcoin et au Web3. Le magazine américain Forbes fait comme chaque année son fameux Forbes Under 30. 30 personnes donc sélectionnées au moins, 30 personnes sélectionnées de moins de 30 ans, dont dans 20 industries chacune. Et dans la catégorie des leaders financiers en Amérique du Nord, près de la moitié du classement est occupé par des personnes liées de près ou de loin à l'écosystème Web3, Valentin. Je suis déçu, Amaury, parce qu'on a fait des progrès en anglais dans cette émission et vous venez de dire 30 under 30. Est-ce que vous ne pouvez pas l'essayer en américain pour voir? 30. Voilà. Magnifique. Merci, c'est votre petit passage. Redites-le nous en entier. Ouais, non, mais c'est très bien, sorry, c'est très bien dit. Effectivement, c'est notre petit passage anglo-saxon. Et effectivement, vous avez tout dit, Amaury. C'est ce changement un petit peu important dans la vision un petit peu des magazines traditionnels qui avant ne regardaient pas une seule seconde les créateurs d'entreprises, quel que soit leur âge ou leur réussite ou leur patrimoine. Et aujourd'hui, ça change énormément puisque les personnalités crypto, les personnalités Web3 apparaissent de plus en plus en tête de ces classements qui sont, encore une fois, qui existaient avant l'écosystème Web3. C'est le cas de Forbes. Il y a des magazines spécialisés qui le font depuis assez récemment, mais encore une fois, de la part de Forbes, c'est assez important à souligner. De ce point de vue-là, effectivement, cette année, le panorama des créateurs d'entreprises Web3 est plutôt bien fourni. C'est effectivement même la moitié dans certains domaines, même dans certaines contrées du monde, en Amérique du Nord plus particulièrement. Je vais en citer quelques-uns. Il y a la directrice de The Graph Foundation, Eva Bailin, si j'essaye de la faire moi aussi, mon cher Amaury, et effectivement Ian Adams, qui est un peu plus connu et que j'ai plus l'habitude de prononcer vu mon appétence pour la finance décentralisée, qui est le cofondateur d'Uniswap, qui est l'une des plus anciennes et des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies décentralisées, qui permet d'échanger des ETR contre du stablecoin par exemple, ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, un peu comme une plateforme centralisée comme Binance, comme Coinbase, comme CoinHouse, comme Kraken, mais de manière décentralisée, et qui a de maintes reprises cette année et l'année passée a dépassé en termes de volume les plus grosses plateformes d'échange centralisées, ce qui prouve vraiment l'attrait de cette création et surtout l'attrait de la finance décentralisée. Donc on a beaucoup de nouvelles personnes dans l'industrie qui sont dans ce classement, et c'est important à souligner encore une fois dans le changement de mentalité et de regard de la presse traditionnelle sur notre monde Web3. On parlait de la presse traditionnelle, maintenant on va parler de la finance traditionnelle, parce que je crois que Laurent Ovion, en plateau avec nous, a un message à faire passer. Vous vouliez dire quoi, Laurent? Ami de la finance traditionnelle, CGP, banquier privé ou autre assureur, vous êtes en train de passer à côté peut-être de la meilleure classe d'actifs en 2023.
Alors, en tout cas, en 2023, les chiffres confirment que nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine sont un petit peu passés à côté du sujet. Je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est important de se baser sur les chiffres et sur les faits. En 2023, la structure Norcia, qui est notre plateforme de distribution à destination des conseillers en gestion de patrimoine, sur ces marchés historiques, c'est-à-dire assurance vie et compte titres, ce sera à peu près pour l'année 1,3, 1,4 milliard de collecte brute, c'est-à-dire 1,3 milliard d'argent qui a été investi en assurance vie et en compte titres. Donc de manière brute. Sur ces montants-là, je ne suis pas certain que nous allons réussir à mettre un S à millions pour la partie crypto. C'est-à-dire qu'on est sur des montants absolument epsilonesques, c'est un terme qui est cher à Valentin, mais qui sont effectivement assez étonnants de constater. Et quand je parle de crypto, je parle sur l'ensemble des supports qui sont mis à disposition chez nos partenaires, c'est-à-dire à la fois les OPCVM sectoriels, de chez Tobam, de chez BNY, de chez Melanion que vous recevez régulièrement ici, le private equity, et là aussi il y a énormément de choses qui sont à disposition, et puis les tokens, que ce soit via des instruments régulés ou en direct, comme alors là, on parle de Bitcoin, Ethereum. Donc on est vraiment sur des montants qui sont quasiment anecdotiques. Or, on a quand même été dans une année où certes, le début d'année, on pouvait comprendre une certaine inquiétude et une certaine défiance à l'égard des actifs et des acteurs, mais il s'est quand même passé un certain nombre de choses dans l'année. Vous le rappeliez, 160% de croissance pour Bitcoin, et une bonne partie de cette croissance s'est faite sur les derniers mois, c'est-à-dire depuis l'été. Et donc, à l'été, il y avait quand même un certain nombre de choses qui avaient été digérées sur les marchés, et on aurait pu imaginer que nos amis conseillers en gestion de patrimoine s'intéressent. Alors, la vraie question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui freine ? Alors que, comme je le disais, les marchés sont plutôt bien orientés. Les OPCVM sectoriels feront partie des plus belles performances de l'année 2023. C'est déjà le cas dans certaines catégories. Je l'ai dit, il y a de très belles maisons qui proposent des produits, Financière Rabevel, Tobam, BNY, Melanion, Rothschild, etc., etc. Donc ce sont des produits qui sont disponibles en assurance vie sur des PER. Donc il y a vraiment un intérêt à le faire. Ça, c'est le premier point. Donc, d'un point de vue de la performance, on est un peu passé à côté. Et puis, là où on peut se dire les CGP pourraient, enfin en tout cas la finance traditionnelle pourrait se rassurer, c'est quand on se penche un petit peu sur ce qui se passe du côté de la finance traditionnelle. Vous avez parlé, et vous en parlez tous les jours, des ETF aux États-Unis, certes, mais en France, il s'est aussi passé beaucoup de choses très intéressantes. La dernière en date, a été annoncé en début de semaine, SG Forge, qui a émis et listé son premier stablecoin et qui a opéré les premières opérations sur des obligations tokenisées en stablecoin. C'est pas rien, ça veut dire qu'il y a une grande banque française qui a organisé dans son système d'information sur la blockchain des transactions. Donc, sur une blockchain publique, pour une fois, qui est Ethereum, alors que d'habitude, ça a été fait, mais plutôt sur des blockchains privées. Très important. Et là, c'est une grande avancée. C'est une grande avancée, et c'est surtout un stablecoin euro, j'ai envie de dire enfin, dans la perspective de MiCA, qui sera listé sur différentes plateformes. On a KCIS. KCIS, c'est pas rien en termes de custody, qui est devenu PSAN dans le courant de l'année. Et nous savons que c'est en réponse aussi à un peu d'argent qui sortait de chez KCIS, dont le métier c'est de faire ce qu'on appelle de la custody, c'est-à-dire de maintenir, de garantir et de sécuriser les fonds de ses clients. Et pas mal de clients se disaient mais moi je peux pas investir en crypto chez vous, donc je vais plutôt aller le faire ailleurs. Et donc à un moment ça chatouille quand même, et donc KCIS est devenu PSAN. On a parlé des ETF, et puis on a aussi beaucoup d'institutions financières qui ont adhéré à la DAN, qui est l'association des acteurs du Web3, qui adhère pour plusieurs raisons. La première étant de s'intéresser au sujet, de s'informer et de se former sur les différentes thématiques, et notamment sur la partie réglementaire. Donc on voit, et si je reviens sur le classement des 30 under 30, Valentin, merci. Je vous en prie, à votre disposition. J'espère qu'il a bien entendu. Il faut qu'il enregistre. Il écoutera le replay. C'est pas complètement par hasard si dans une année extrêmement complexe pour l'ensemble des acteurs, on se rend compte que là où ça construit et là où ça innove du point de vue de la finance, c'est effectivement dans un secteur qui reste encore nouveau. Donc tous ces aspects-là sont extrêmement positifs d'un point de vue business et d'un point de vue opportunité d'investissement pour les conseillers en gestion. Ce qui est assez dingue, Laurent, c'est que là, vous venez de le dire, les performances sont bonnes depuis le début de l'année. Bonne nouvelle côté finance traditionnelle, bonne nouvelle côté régulateur, bonne nouvelle côté adoption. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'acteurs de la finance traditionnelle qui s'y mettent ?
Alors, je pense que c'est aussi... Alors, il y a un problème d'information et de formation, évidemment. Il y a un problème de défiance. C'est vrai que j'en parle beaucoup à chaque fois que j'interviens, mais l'affaire FTX, ça fait beaucoup de mal, parce que, je rappelle, un client final et son conseiller en gestion de patrimoine peut accepter une perte de 80% sur un actif. Il a pris son risque. L'actif a baissé de 80%. C'est un risque qui est pris. Ça, c'est acceptable. Perdre 15 ou 20% parce que un acteur est parti avec la caisse ou a fait disparaître l'argent, ça n'est pas acceptable. Et donc, dans la finance traditionnelle, ça sont des choses sur lesquelles il faut être extrêmement prudent, extrêmement précis. Donc, ça a fait beaucoup de mal. Mais on voit aussi que avec l'arrivée de l'agrément MiCA, de l'agrément en France au travers de la directive MiCA, on voit que les différents acteurs, on voit que Binance s'est quand même fait sérieusement recadrer par la SEC, et on sait qu'en France, dans la coulisse, il y a aussi des questions qui sont posées autour de ce sujet-là pour être certain que l'ensemble des réglementations sont bien respectées par tous les acteurs PSAN. Je ne cible absolument pas Binance. Et en France, Binance est suivi par l'AMF, la CPR, comme l'ensemble des acteurs. Et a priori, il n'y a pas de souci. Mais c'est important que les questions soient posées et que ces éléments-là soient regardés. Donc, on a de plus en plus de cadres qui est donné. Je parlais de custody. Si c'est KCIS qui opère la custody de la finance traditionnelle, je pense qu'on peut être assez rassuré et rassénéré sur le fait que tout se passera très bien. Donc, le cadre est plutôt juste. Et je crois qu'il y a toujours une forme d'incompréhension et de se dire oui, mais ça reste spéculatif, ça reste extrêmement volatile, ça reste... Et là, je sais, après l'émission, je vais avoir certains de mes très bons amis CGP qui vont m'appeler, qui vont me dire ouais, mais 44 000 $, c'est beaucoup quand même, il faudra peut-être attendre que ça baisse un peu. Et quand c'était à 16 000, on attendait déjà que ça continue de baisser. Justement, moi, est-ce que les gens de la finance traditionnelle ont compris ou ont pris du recul sur la cyclicité du marché crypto? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont en tête, Laurent? Alors, c'est... Parce que peut-être que l'incompréhension vient de là, finalement. Ouais. Peut-être qu'ils se disent, en fait, le moment où il fallait, je mets des grosses guillemets, acheter entre guillemets, ils disent, ah non, mais c'est trop bas, et là maintenant c'est trop, c'est ça? Alors, il y a un peu de ça. Après, et là j'enverrai aussi un message aux acteurs du Web3, je dis attention aux discours sur lesquels nous allons pouvoir nous mettre d'accord parce qu'on se comprend et qu'on s'entend bien, mais je rappelle qu'il y a un principe de base dans la finance traditionnelle, c'est que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout aussi cycliques qu'elles puissent être, à un moment, elles sont justes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Et si vous avez investi au moment où elles ne le sont plus, vous êtes un peu le dindon de la farce. C'est important, c'est important de le rappeler. Et c'est vraiment important. Et donc, la prophétie autorégalisatrice du cycle de Bitcoin, du halving en 2024, etc., j'ai une conviction personnelle là-dessus, c'est absolument inutile de partager ça avec des acteurs de la finance traditionnelle. Ils vont regarder ça avec curiosité, mais ça ne peut pas être un argument suffisant pour orienter des clients sur un investissement. Pour eux, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les rassurer, entre guillemets, si on peut. Alors, voilà. Il y a plusieurs choses qui sont importantes à préciser. La première, c'est que, vous le disiez en introduction, c'était l'objet de mon intervention la dernière fois qu'on s'est vu il y a un mois, et Bitcoin était à 35 000 $. Il y a tout juste un mois, il a pris 9 000 $ en un mois. C'est que là, il faut revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que vous avez une quinzaine d'acteurs aux États-Unis qui vont venir injecter des centaines de millions, voire des milliards de dollars dans l'acquisition de Bitcoin pour une clientèle très retail, de manière, ça va être extrêmement fragmenté, qui vont pouvoir acheter du Bitcoin sans se soucier, encore une fois, de la self-custody, des plateformes qui peuvent paraître, et encore une fois, ce n'est absolument pas péjoratif, mais qui peuvent paraître à ces gens-là moins sérieuses, moins légitimes en termes d'ancienneté, par exemple, que mon compte titre dans mon établissement bancaire dans lequel je suis depuis 25 ou 30 ans. Et il y a certaines études qui ont été faites, alors là encore, je mets des pincettes, mais qui envisagent et qui anticipent une augmentation du Bitcoin de 74%. Alors c'était plutôt quand Bitcoin était aux alentours de 30-32 000, mais qui anticipait une augmentation de Bitcoin de 74%. Et puis ça, c'est sur la première année. Et puis après, vous avez un phénomène. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont détenir du Bitcoin à long terme. La supply de Bitcoin qui, je le rappelle, est asymptotique, donc le halving fait qu'effectivement on a la moitié de Bitcoin qui seront en récompense des miners, donc il y aura moins de liquidité, et en général quand vous mettez une pression à l'achat, moins de liquidité, ça
a priori, ça fait quand même monter les cours. Et ça, c'est le discours que j'avais la dernière fois, ça c'est l'analyse fondamentale sur un actif. Et puis derrière, vous avez, et là encore, l'année le démontre, le classement de Forbes le démontre, vous avez tout un tas d'activités qui est en train de se construire et de se développer, qui promet dans les 3, 5, 10 ans qui viennent des croissances sur ces activités-là qui seront extrêmement intéressantes, extrêmement enrichissantes. Par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se jeter sur le premier token de finance décentralisée venu, je suis simplement en train de dire qu'il faut répartir son risque et étudier. Vous avez aujourd'hui des solutions en France, PSAN, qui permettent de s'exposer à la finance décentralisée au sens large, au travers d'indices, au travers de mandats de gestion, au travers de paniers de crypto chez différents acteurs. Conhouse en est le premier. On peut également citer Meria ou AlphaCap ou d'autres acteurs comme Rufiji, comme Tilvest que je connais bien ou Going. Il y en a un certain nombre, ils sont tous PSAN. Et vous pouvez vous exposer comme vous aviez décidé dans le début des années 2000, vous exposiez au panier média, au panier télécom parce que vous anticipiez une croissance assez forte. Et pour conclure et passer à une autre question si vous voulez, je reprends un des laïus de Yves Chefouati chez Tobam, amis CGP, si vous pensez que les cryptos ou que Bitcoin est 10 fois trop risqué pour vos clients, mettez-en 10 fois moins dans le portefeuille. C'est-à-dire qu'au lieu d'en mettre pour 100 000 euros compte tenu de la composition de l'allocation de vos clients, mettez-en pour 10 000 euros. Et comme ça, le risque est réduit mécaniquement. Et aujourd'hui, acheter pour 10 000 euros d'une crypto, de plusieurs cryptos, d'un panier de crypto, c'est tout à fait possible en France de manière sécurisée, simple, que ce soit en compte titre ou au travers de PSAN sur de la custody directe de crypto. Valentin, vous qui êtes à la tête de Cube3 Angers, donc un des premiers incubateurs Web3 en Europe, donc on voit que ça construit malgré les cours des cryptos. Selon vous, comment est-ce qu'on peut expliquer que côté investissement, ce soit encore, en tout cas pour l'instant, à l'instant où on se parle, un peu compliqué pour la finance traditionnelle de s'exposer à ce marché? Ouais, c'est effectivement très compliqué. Il y a toujours ce delta et c'est symbolisé dans l'écosystème Web3 par une image qui tourne sur les réseaux sociaux à chaque fois qui est très connue, où on voit deux guichets, un guichet d'un Bitcoin à 20 000 $ où il n'y a personne qui est intéressé, un guichet d'un Bitcoin à 60 000 $ où toute la population vient. Et effectivement, c'est ce qui tourne toujours dans ces moments où le marché repart à la hausse. Moi, je suis assez d'accord avec l'analyse de Laurent, même si à l'adjectif epsilonesque, j'ai décroché effectivement, mon cher Laurent, mais je suis assez d'accord sur ce delta qui est un peu compliqué entre ce que les gens font, c'est-à-dire le côté builder. J'avais expliqué il y a quelques temps sur ce plateau le côté, on n'est pas en bear market mais build market, c'est-à-dire le moment où on est en dessous de la surface de la ligne de mire des gens et du coup les gens ne comprennent pas, et au moment où de manière extrêmement forte, on sort de cette ligne de mire et par définition, là, les gens s'y intéressent. Sur le financement, on est capable aujourd'hui de trouver sans trop de difficulté des financements en amorçage, c'est-à-dire en vraiment tout premier round dans lequel les investisseurs rentrent pour délivrer un produit. Après, c'est un peu plus timide, mais ça, c'est l'économie traditionnelle. Sur les actifs numériques, il y a effectivement, on en parlait hier avec Yves Chefouati, il y a toujours ce cycle des halvings, il y a ce cycle qui est encore plus accéléré aujourd'hui avec l'entrée de la finance traditionnelle. Effectivement, je peux faire le pari à peu près similaire que Laurent fait à demi-mot avec moins de risques, qui est que dans 6 mois, la compréhension tardive de mathématiquement ce qui se passe avec Bitcoin intéresse les gens. Est-ce que ça se reflètera dans le prix? Je n'en sais rien. Mais effectivement, il y a toujours ce décalage, mais ce décalage est toujours rattrapé par la réalité. Et c'est là où ça frustre les gens, c'est que parfois il faut courir après le train. Bon, merci beaucoup Valentin Demey, directeur des contenus chez Crypto, c'est CEO de Cube3. On devait parler de la livre numérique au Royaume-Uni, mais on en parlera une prochaine fois, puisque vous partez en vacances. Donc bonnes vacances Valentin, et à très vite. Merci. Bonnes vacances Valentin. Valentin, bonnes vacances. On a décidément des problèmes de prononciation ici là, dans cette émission, mais on va travailler ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent Auvion, directeur innovation et crypto chez DLPK. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.